n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire « Regardez ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis retrouvé dans un trou noir. Je me suis fait virer 50 fois. On m'a refusé de louer d'appartement plus d'une 20aine de fois. J'ai une tête d'arabe. J'ai pas de diplôme. Et malgré tout, j'ai aujourd'hui créé des boîtes. J'ai l'indépendance financière. Vous avez tout pour réussir. Battez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Battez-vous. » Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, ravi d'accueillir ce nouvel invité qui va assurément vous donner confiance en la vie. Il grandit dans les quartiers difficiles du nord de la France, abandonné par sa maman à 7 ans. Il ne voit pas beaucoup son papa, c'est sa grand-mère qui va l'éduquer. Et l'éduquer, quand je parle d'éducation, il ne va pas rester très longtemps non plus à l'école. Qui quitte à 16 ans, il commence des larcins, il passe par la case prison, expulsion du pays, cavale. Et pourtant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il a socialement réussi, il a dans sa vie personnelle réussi, il a des amis. Et pourquoi ? Parce qu'il a décidé de se ressaisir. Ça a été très compliqué, il va nous expliquer comment, pourquoi, quand. Il n'a pas laissé ses paramètres, lui mettre des bâtons dans les roues, vous le savez aussi. C'est des rencontres, on en parle tout le temps sur ce podcast-là. Il y a des rencontres. Et lui, il a rencontré quelques personnes qui l'ont fait changer sa vie, sa direction de vie. Il va refuser ce déterminisme social qui lui imposait un chemin de vie tout tracé. Sans diplôme, sans réseau, il va parvenir à trouver un emploi, puis un autre, puis il va rentrer dans le secteur hype de la mobilité en travaillant d'abord pour la startup Lime, puis Voy, puis il va confonder une entreprise qui s'appelle Charge, et puis une autre qui s'appelle Vasla. Le temps d'une pause, cet amoureux du chaos et du voyage est avec nous pour nous raconter son parcours de vie unique, vous avez compris, un épisode où la galère, la pauvreté, le succès, les échecs, les risques vont s'entremêler pour donner un cocktail de vie explosif. Bonjour Noah Kamala. Mais bonjour Alexandre. Je préfère prévenir d'ailleurs les auditrices et les auditeurs, vous allez vous poser beaucoup de questions à la fin de ce podcast, parce que ta vie est dingue, tout ce que on va raconter, quasiment tout, est vrai ? Bien sûr, je le jure, j'ai la main droite. Là, tu as le sourire et un grand sourire. Le début de la vie, c'est quand même pas ça. Tu as grandi dans un quartier très difficile de l'Épeule à Roubaix, nord de la France. À quoi ressemble ton enfance ? Papa est conducteur de camion, très souvent sur la route. Maman t'abandonne, t'as 7 ans. T'as pas ce cocon familial. Tu l'as jamais eu, toi ? Non. Même ta grand-mère qui t'a éduqué, elle était un peu dure. Ça arrivait après, elle était très dure. En fait, je pense qu'elle avait compris que récupérer un gamin de 7 ans alors qu'elle en avait 80, elle s'est dit, moi j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Va falloir que je sois rigoureuse. Et elle s'est donné dans la tête une mission, quoi. Elle s'est dit, j'ai peut-être 6-7 ans et je dois lui transmettre un maximum. Et elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pouvait. Maman qui t'abandonne. 7 ans, donc tu t'en souviens très bien. Ouais, je m'en souviens très bien. C'est un soir d'hiver. Je suis à la gare de Roubaix. Elle m'amène là. Et à la gauche, il y a un mec avec une grand-mère que je me rappelle voir, tu sais, une fois par mois, sans pour autant bien comprendre ce qu'il en est. Et elle me dit, tu veux aller avec maman ou tu veux aller avec papa ? Et elle te met la décision sur les épaules d'un gamin de 7 ans. J'ai le monde qui s'écroule sur moi. Et moi, je dis, tiens, je vais aller avec papa, je vais passer un bon week-end, et puis je reverrai maman après. Sauf que le hic de l'histoire, c'est que je ne l'ai plus jamais revue. Donc elle t'avait pas donné toute l'information, en fait ? Certainement pas. Et puis... Donc tu pars avec ta grand-mère ? Ouais, je pars avec ma grand-mère. Qui est donc la maman de ton papa ? C'est ça. Et à cet âge-là, tu comprends rapidement que la vie va être un combat. Tu le comprends à ce moment-là ? Ouais. La semaine d'après, dans ton esprit d'enfant. Tout s'écroule la semaine d'après ou T'en souviens quand t'expliques quand tu dis maman elle est où ? Qu'est-ce que dit ta grand-mère ? Et on me dit maman elle est partie. Maman elle est partie, elle a rencontré un autre mec, elle a refait sa vie, elle s'est barrée. Tu l'as revue après ? Ma mère, je l'ai revue une fois, j'avais l'âge de 11 ans, pour quelques heures. Pour quelques semaines, autant pour moi, parce qu'elle s'était ravisée, mais ça n'avait pas marché.
Et puis après, j'ai plus jamais revu. Ravisée. Elle s'est ravisée 3 ans plus tard. Elle Ça s'est n'a pas marché ravisée 3 ans pour plus toi, tard. parce que toi, tu... Ça a pas marché pour elle. Ouais, pour elle. Ça n'a pas marché pour elle. Donc c'est une deuxième énorme blessure, là. Bien sûr. Bien sûr. Et puis l'abandon, pour un gamin, c'est chaud. Hein. Je me retrouve à vivre avec ma grand-mère. Mon père est routier. Il travaille H24 pour une vie de pauvre. Il aimait ce qu'il faisait, quand même. Tu fuis C'est ça, tu sentais qu'il fuyait. quand tu es routier. Pas tous. Enfin, moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Tu parlais d'extrême pauvreté, tu l'expliques d'ailleurs, c'est ce que disait ta grand-mère. Tu parlais de Père Noël, c'était pas pour vous, c'était uniquement pour les riches. Elle avait une vision justement de la dureté de la vie à son âge. Quelles sont les valeurs que ça t'a données ou les réflexes que tu as eus à grandir pendant toutes ces années avec peu, si ce n'est avec rien? Ça a commencé, tu sais, le milieu de l'enfance à l'école peut être fondamentalement horrible. D'accord, les moqueries, de bully. Et j'avais toujours les mêmes vêtements, donc j'étais toujours victime de moqueries. Et quand je rentrais, que je pleurais, elle me disait l'opinion des autres, ça va pas devenir ta réalité. Difficile à comprendre quand t'as... Difficile, tu comprends, mais à force qu'elle te le dit, et elle te dit aussi, tu sais, c'est pas tes affaires ce que pensent les gens de toi. Tu dois gagner autrement. Ça, je pense fondamentalement qu'à cette époque, elle m'a conditionné pour pas être dépendant du regard des autres. C'est violent. Les années avancent, tu commences à commettre des délits, donc petit délinquant, vol de mobilette, c'est ça? Des conneries, bien sûr. C'est quoi le premier vrai délit que tu fais? J'étais quartier Saint-Pierre à Croix, parce qu'on a quand même beaucoup déménagé, mais dans la région lilloise, on habitait à Roubaix, on habitait à Villeneuve-d'Ascq, on habitait à Croix, mais tout en dans les quartiers. Et mon premier larcin, c'était à... Bon, je te passe les petits bonbons à l'épicerie chez Kamel, hein. Mais le premier larcin, c'est ce vol de vélo. T'as quel âge? C'était ce vol de vélo, et j'ai 14 ans. Tu ne devais pas choper? Non. Tu sais, t'es pas l'instigateur et l'initiative et le mec qui se dit bah tiens, je vais sortir de chez moi aujourd'hui et je vais faire du larcin. Tu vis quand même dans un écosystème où il y a une normalisation de la délinquance. Comment tu te définis comme ado à ce moment-là? Je disais instable, rebelle. T'aimais l'école? J'aimais bien les profs. T'aimais bien les profs? J'aimais bien les profs, même si j'ai passé plus la moitié de ma scolarité dans les couloirs, en retenue ou dans le bureau du proviseur. J'ai été diagnostiqué avec, tu sais, dyslexie, attention deficit. ADD, oui. Attends, tu ne pouvais pas te concentrer beaucoup plus longtemps que quelques minutes. Du coup, j'ai passé plus de temps avec... Les deux, dyslexiques d'un côté et aussi un problème d'attention. Au fur et à mesure des années, oui. Et j'ai passé plus de temps dans le bureau du direct des proviseurs avec Béatrice, la réceptionniste, ou la femme de ménage dans le couloir. J'avais tellement de problèmes pour apprendre à lire un peu, tu sais, en troisième, que j'allais dans les toilettes me réfugier, que je pleurais. Parce qu'en fait, ta dyslexie faisait que tu n'avais pas la capacité d'aller aussi vite que tes camarades d'école. Oui, j'avais 5 de moyenne, t'es dernier de la classe. Mais encore une fois, l'opinion des autres, j'en avais rien à foutre. T'as 16 ans, tu redoubles combien de fois? 2 fois. Tu imagines faire quoi à ce moment-là? J'aurais aimé être en condition psychologique de pouvoir me dire ça. Quand t'as été brisé, que ta grand-mère est ma grand-mère est morte, j'avais l'âge de 16 ans. J'ai perdu ma deuxième maman. À l'âge de 16 ans, t'es déstructuré dans ton identité. Bah tiens, ma mère s'est barrée, elle m'a abandonné. So I'm not worth it. Je vaux rien. Putain, ma grand-mère est morte. J'ai plus rien. 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Qui s'occupe de toi à 16 ans? C'est ma tante qui prend un peu le relais. La sœur de ton papa? Ouais. Incroyable femme. Là, t'es déscolarisé. Ouais, je quitte le système scolaire. Tu commences à faire des petits boulots. Ouais. Tu vas vendre des abonnements de téléphone AOL, pour ceux qui se souviennent ce qu'est AOL à l'époque, des connexions Internet. Tu tapais à la porte et... C'est ça que tu faisais? Ouais, c'est ça que je faisais. J'arrivais, je tape à la porte. Ouais, bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Vous voulez un abonnement AOL? Pas de prépaiement? Allons-y. Vous allez voir, hein, t'es un très très bon vendeur. Tu t'es découvert à ce moment-là charmeur, vendeur, t'as toujours eu ce côté Moi, j'aime bien humain. les gens. Et je vais aimer l'idée d'atteindre mon résultat. Alors, voilà, ça t'aime. Ouais. Tu as un objectif. Voilà, tu t'es dit, là, ça. tu dis, je veux vendre mes abonnements à DSL. Et non, mais c'est un truc. Non, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent parce Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu aucun succès de ta vie. Là, tu te retrouves avec ces petites victoires. Nous, on dit souvent, et je fais un point important, des petites victoires. Tu vois, il y a des trucs, ne fixe pas forcément d'être champion du monde. Non. Mais là, tu étais content. Tu es arrivé à la fin de la journée
avant d'abord un peu, puis mieux que les autres. C'est ça. Et puis tu étais heureux. C'est-à-dire que pour une fois, tu étais reconnu dans ton domaine, qui était, encore une fois, un domaine peut-être limité, mais tu étais heureux. Donc ça, qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là à vendre? Tu tapes à la porte combien sur 100 fois 30 non. Et j'avais un pote qui était avec moi qui a vite abandonné parce que ses parents pouvaient prendre soin de lui, mais pas moi. Ouais. Donc toi, tu continues. Mais ouais, en fait, c'est l'énergie du désespoir, Alexandre. Ça t'amène loin dans la vie. Et les gens qui te disent non, eh ben, je me disais, faut que je trouve mon oui. Ouais. Il est quelque part, faut que j'y aille. On se retrouve à 18 ans. Je parle très souvent de rencontres. Ta rencontre avec Jean-Yves. Ouais. Tu m'expliques qui est Jean-Yves? Jean-Yves, c'était un flic. Rencontré où? Pardon? Rencontré où, Jean-Yves? J'ai tourné dans la BAC. Ouais, c'est un flic de la BAC. Ouais, c'est ça. Donc la brigade anticriminalité qui tournait là-haut. Et super sympa. Et je vais dire, je pense que la relation de l'institution policière de mon temps avec les jeunes, t'avais quand même un côté pédagogique. À chaque fois qu'on se faisait contrôler, même si t'avais le délit de faciès et compagnie, parce qu'ils savaient très bien qu'on faisait les cons, mais putain, les mecs, ils passaient un peu de temps à discuter avec nous. Donc là, ils passent un peu de temps à discuter avec toi. Ouais. T'écoutes en tout cas. Bien sûr que j'entends. Oh, mais c'est intéressant ce qu'il dit là. Et il me dit, garçon, il me dit, franchement, t'as un potentiel. Tu pourrais faire le bien dans ta vie parce que t'as le cœur à la bonne place. Il voit ça. Ouais. Et il avait dû te choper un paquet de Oui, fois. oui, grave. mais il me l'a dit, tu sais. Et en fait, moi, j'aime les gens qui s'attardent sur la complexité de l'être humain. Tu vois, et qui réduisent pas les gens à leur acte. Tu peux faire une connerie maintenant, ça te définit pas pour le restant de ta vie, merde. Donc là, il voit ça en toi. Ben et oui. toi, tu l'écoutes. Bien sûr que toi, j'écoute. tu viens des quartiers. Et là, tu dis, pourquoi pas passer à un concours pour devenir, là aussi... Gendarme. Gendarme. Ouais, et je vais te dire un truc. Quand t'es un gamin qui est déstructuré, qui a un problème avec sa construction identitaire, qui a pas de cadre, qui a pas de rôle modèle, bah t'en cherches un à cet âge-là. Même si j'ai connu des animateurs d'MJC qui ont essayé, qui font un travail extraordinaire. Entrepreneurs sociaux, les responsables de ces MJC et autres. Exceptionnel. Bravo, tu vois. Ouais. Et c'est un autre sujet, parce que j'aurais aimé quand même que le gouvernement leur donne beaucoup plus de moyens, parce qu'ils sont au cœur du travail, au lieu de construire des statues sur des ronds-points. Du coup, je me dis pourquoi pas. Dis-toi que t'as un adolescent devant toi qui a toujours été en échec scolaire et qui se dit qu'il va passer un concours pour devenir flic. Je passe le concours et je réussis. Je vois la psychologue, elle me dit fondamentalement que je suis taré. Elle me le dit. Elle me dit, vous êtes déconstruit, vous voulez servir la loi, mais pourquoi? Parce que vous êtes toujours antagoniste à la loi. Bon, ils voient que j'ai fait des petites conneries, mais ils s'en foutent, je pense. Et elle me dit, mais néanmoins, nous, on veut bien vous donner votre chance. Et donc, ça marche. Donc, je vais en école de gendarmerie. La première fois que j'y vais, je me fais virer au bout de 3 semaines. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que... Tu savais dans quoi tu rentrais? Tu savais qu'il allait y avoir un cadre? Ouais, t'étais pas prêt à avoir ce cadre? Tu veux que je te dise, Alexandre? C'était où? Quelle ville? C'était ville de Châteaulin, dans le Finistère 29, à l'école de gendarmerie. Mais qu'est-ce que je te dise? Tu te fais une image de ce que le job va être. C'est comme si tu te faisais une image de ce que c'était d'être chef d'entreprise ou d'être infirmière ou d'être machin. Et puis tu arrives, et ben c'est pas ça du tout. Tu dois te réveiller à 4h du matin. Tu as un type qui t'hurle aux oreilles, qu'il fasse nuit, neige, tu dois rester au garde à vous parce qu'il t'a dit de te mettre au putain de garde à vous. Ça t'allait pas, quoi. Et je pense que le truc avec lequel j'avais eu du mal à cogiter, c'était le fait que tu pouvais pas questionner. Au bout de 3 semaines, j'abandonne. Mais enfin bref, ils me sortent en même temps. Et puis au bout de 6 mois, j'ai mon père qui arrive à me convaincre et qui me dit, écoute, parfois il y a l'essai, et ben faut conclure l'essai, faut retenter. Et puis il avait peur que je tourne mal, mon père, à l'époque. Et donc je retente le concours. Tu refais un nouveau... Je refais un nouveau concours, je suis réaccepté again, j'intègre à nouveau l'école gendarmerie de Châteaulin, on est au 1er juillet 2002, autant pour moi, et là je réussis mes classes. Là, parce que c'est l'été, ça aide d'être au garde à vous au soleil. Tu restes combien de temps là? C'était quelques mois? C'est 3 mois et demi de formation. Donc après tu rentres, donc tu es accepté? Oui. Et donc là tu rentres où? Là ensuite je suis intégré au peloton de surveillance et de renseignement, so like Intelligence Unit à Romans-sur-Isère, dans le Rhône. Et là ça se passe? Mal. Encore? Très. Ah, très tout aussi. Très. Tu sais, je vais vous dire un truc. Moi j'ai jamais joué la carte de la victimisation. Qu'on soit clair, tu te plains pas de racisme si tu t'es pas donné à 1000%.
T'as ta responsabilité, right? Jouer la carte du racisme pour, tu sais, quelque part masquer nos propres incompétences ou notre propre fainéantise, c'est endommager les gens qui en sont vraiment victimes. Tu comprends ce que je veux dire, Alexandre? Ce que j'ai observé en gendarmerie, c'est que tu as des types qui sont devenus flics par image que la France doit être blanche et chrétienne. Et je suis tombé sur des fachos. D'accord. Et forcément, ça n'a pas marché. J'avais fait des conneries, je me suis fait virer. Et voilà, qu'on soit clair. J'ai des flics qui sont incroyables, qui sont aujourd'hui mes amis. J'ai Jean-Yves, qui a fondamentalement influencé ma vie. Encore une fois, moi, je suis pour la singularité des choses, la complexité des choses. Je suis pas pour les généralisations, parce que c'est dangereux. Mais les flics sur lesquels je suis tombé étaient racistes. Tu repars dans le nord de la France. C'est une année assez compliquée de nouveau, puisque là, tu te retrouves avec pas de boulot, SDF, tu loges sous un pont, et puis dans un squat. Moi, je te propose une pause NFT. En effet, j'ai lancé un NFT pause, afin de rassembler davantage la communauté du podcast. Les acquéreurs de ce NFT peuvent bénéficier d'un lien privilégié avec nous. J'invite d'ailleurs à seuls et ceux qui n'auraient pas pu passer l'information à procurer un NFT. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur la plateforme OpenSea, tapez le Club Pause avec Alexandre Mars dans la barre de recherche pour le trouver. Tu vois, c'est très simple. Mais ce qui est important, c'est les questions que pose notre communauté à nos invités. On parlait de ce moment de SDF, dans ces moments de galère que tu as eu. J'ai reçu une question pour toi de la part de Maxime Reichling, que je remercie, que je salue. Voici sa question. Quand vous étiez SDF, quelles sont les réactions des passants qui vous ont fait du bien ou du mal, ou encore mal sur le moment, mais du bien a posteriori? Première question. Et il va vous poser une autre question. Comment réagissez-vous désormais quand vous croisez le chemin d'un SDF? C'est une question super intéressante. Je remercie l'auditeur. Je suis viré de la gendarmerie. J'ai honte de dire à ma tante et à mon père l'échec. J'ai honte. Donc tu rentres pas? Je rentre pas. Je rentre pas. J'ai honte. J'ai une honte pas possible sur les épaules. J'ose pas leur dire. Bon, ils le couvrent, forcément, par la force des choses. Je me retrouve à Port d'Arras, à Lille. Je loge sous un pont. Après, je tombe dans un squat. Et je vais dire, quand tu es dans la rue, j'ai compris que si la misère existe, c'est parce que la société le veut bien. Et... Ouais, c'est dur. Ouais, je sais, c'est l'émotion. Ouais. C'est dur. T'as des personnes qui payent pas de mine et qui sont d'une générosité incroyable. Et paradoxalement, c'est des gens de tous les jours qui se lèvent au matin, qui sont au supermarché comme caissières. Qui n'ont pas beaucoup, ça que tu dis. Qui n'ont pas grand-chose. Et t'es snobé. C'est ce que j'ai ressenti, hein, par ceux aussi qui en ont beaucoup. Et ça fait beaucoup de bien au cœur, la générosité des gens. C'est aussi difficile pour ta propre dignité. Ouais, parce que c'est la première fois de ta vie là où tu quémandes. Bien sûr, bien sûr. Et ça s'est traduit ensuite par mon implication dans une association qui s'appelle l'Association Réagir, dans le nord de la France, qui aujourd'hui s'appelle Cédragir, qui a 80 salariés et qui a un centre de soins contre toxicomanes, etc., où j'ai été administrateur assez longtemps. Et ce que je fais un peu aujourd'hui, et je fais le mieux que je peux pour rendre à ceux qui sont dans la merde. Ouais. J'ai pas tourné mon dos, hein. Revenons à ton parcours. Tu rencontres un groupe de délinquants. Là, on est à nouveau. On parlait des belles rencontres. On en aura d'autres après. Là, on est sur le chapitre des rencontres plus compliquées. Un groupe de délinquants qui te prennent sous leur aile, littéralement. T'embarques dans d'autres enferlouches, un peu plus, on va dire, moins larcins, les plus gros larcins que ceux que tu as connus auparavant. Faux papiers, fausses fiches de paie, vol en tout genre. Je pense que là, t'en fais quand même des grosses conneries. Ouais. Là, la police te chope, hein, te rattrape. Et donc là, c'est quelque chose que tu n'as jamais envie de connaître, mais encore moins à 22 ans, c'est la casse-prison. Puisque là, tu te retrouves pas pour 15 jours, puisque tu passes quand même quasiment une année. Je pense que quand tu es dans un schéma où tu n'es pas construit, où tu as honte, où tu es dans la rue, tu es perdu, mais comme pas possible. Sérieux, Alex, quand tu regardes aujourd'hui avec la distance, tu vois, tu connectes the dot afterwards, tu
tu connectes les blocs après, dans les expériences de vie. Tu comprends? Ouais. Tu te dis pas à ce moment-là, putain, faut que je redescende, machin. Tu te dis, faut que je survive, et tu fais du mieux que tu peux en fonction de ce que t'es. Et le mieux que je pouvais, de ce que j'étais à l'époque, c'était de faire le con. Et tu te retrouves arrêté, tu passes devant des magistrats, tu rentres dans la machine judiciaire, tu te rends compte qu'elle rigole pas. Et tu te retrouves en garde à vue, tu as des auditions, enfin tu connais le truc et tu te retrouves... Pas de sursis pour toi, directement de la peine ferme. Tu te retrouves en tôle. Alors attends, j'étais en détention provisoire. Donc les menottes, tu te retrouves dans un fourgon, tu as 12 types autour de toi qui hurlent, qui ont l'habitude. Toi on t'appelle le primaire. Le primaire c'est quand tu es le premier à rentrer en prison. C'est ta première fois en prison. Et là je vais dire même une tape sur l'épaule d'un co-détenu, ça fait beaucoup. Et j'en ai dans le camion, moi j'étais en train de pleurer comme pas possible. Et le mec qui était à côté de moi, je sais plus son nom, je sais plus te dire, mais il me fout une tape sur l'épaule, il fait « T'es primaire ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « T'as violé ?» Je fais « Non ». Il me fait « T'es un pointeur, un pédophile ?» Je fais « Non ». Il fait « T'inquiète, ça va aller, t'as rien à craindre ». Et là je comprends que la prison en elle-même, elle a ses lois. Ouais. Les détenus ont leurs lois au niveau de la moralité. Tu vois, et de la morale. Et j'arrive, et un truc qui me surprend, c'est les mecs qui ferment les portes derrière toi avec des cris. Alors, je veux dire, t'arrives dans la prison, on te déshumanise, on t'enlève ton prénom, on t'enlève ton nom, on te donne un numéro d'écrou. Tu deviens un robot. Et ensuite, t'as toujours un type qui ferme la porte derrière toi à clé. Clac, 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 clac. J'ai mis des années à m'en débarrasser. Des années. Je suis sensible comme type, hein. J'ai mis des années à m'en débarrasser. Et là, je suis enfermé dans une cellule et tu te retrouves en privation de liberté. Ouais, complète. Ouais. Et là, ta cellule, t'as avec 3 co-détenus. Oui. À qui ça se passe bien. Ouais. Je tombais avec un Roumain. Je pense que j'avais à l'époque développé une bonne intelligence sociale. Je suis tombé avec un Roumain. Le mec, réseau international de fausses cartes de crédit. Ah ouais, non mais franchement, un truc de fou. Je suis tombé avec un autre type, dealer de chiche. Il recevait de la thune, je ne sais comment, à chaque fois. Il revenait du parloir, ils allaient aux toilettes et ils sortaient un truc de leur trou de cul. Et c'était du plastique avec dedans de l'argent. Et on avait notre propre cantine. Non mais franchement, j'étais bien, ils m'ont mis à l'aise. Attendez, je te dis, ils m'ont mis à l'aise. C'est un petit peu pour dédramatiser. Parce que tu dois dédramatiser tes moments sombres dans la vie. C'est important. Dédramatiser les moments sombres que vous traversez. Il y a une rencontre majeure pour toi dans cette prison. Ouais, c'est l'abbé Delberge. Voilà. C'est Michel Delberge, prêtre aumônier de la prison. Tu nous racontes... Le Roumain, il est chrétien. D'accord ? Le type qui vend du shit il était aussi chrétien. Et ils avaient une image du Christ et j'ai passé Noël en prison cette année-là avec eux et on a eu de l'alcool en faisant fermenter du raisin. Pendant 2 mois, mais bon, je sais pas, c'était de la pisse, mais bon, voilà quoi. Et il me disait, ouais, putain, tu devrais parler au type du culte. De toute façon, tu passes 22 heures par jour dans ta cellule de 9 mètres carrés avec 3 autres types, toute excuse est bonne pour sortir. Mais c'est carrément ça. Et vas-y, écris au ministre du culte. Mais tu dis, ok, je vais aller voir l'imam, que je me dis, bien entendu, donc j'écris, j'aimerais bien... j'écris, j'aimerais bien rencontrer le prêtre catholique, juste pour échanger sur le culte et la foi. Et le courrier arrive dans la boîte aux lettres de Michel Delberge, il voit un nom arabe, et il le remet dans la boîte aux lettres de l'imam. L'imam vient me voir. Je lui dis, mais je veux pas te voir. Moi, le Coran, l'instruction coranique, je l'ai eu par mon grand-père quand j'étais petit. Ouais, c'est bon, I got it. Allah, les piliers, it's wonderful, and I love it. Maintenant, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que les autres y racontent. Et ça, tu vois, l'imam, il a eu une réaction que j'ai encore dans ma tête aujourd'hui. Il m'a regardé, l'air de me dire que ce que je faisais ou ce que je venais de lui dire, c'était totalement déplacé, c'était inacceptable pour quelqu'un de musulman, d'aller s'intéresser à la foi des autres. La tolérance, elle a 2 sens, Alex. Hein, qu'on se comprenne, hein, d'accord ? C'est back and forth, hein ? Ok ? C'est pas seulement dans un sens, hein ? Tu ne peux pas demander à une société d'être tolérante envers toi si tu n'es pas ouvert envers elle. Ça marche pas. Et donc, je lui dis non, moi je vais voir le prêtre chrétien.
Et tu me connais un peu aujourd'hui, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Je lui dis, alors, sors de ma cellule et je vais lui réécrire. J'écris au prêtre catholique. Michel. Voilà, j'écris au Michel et je le rencontre dans les couloirs, forfuite, avant qu'il me voie d'ailleurs, avec mon balai. Et je lui dis, vous êtes prêtre catholique? Il me fait, oui. Il me fait, t'es qui toi? Je suis un mec qui balaie, mais j'aimerais bien discuter avec toi. Il me dit, tu devrais voir l'aumônier musulman. Je dis, ben non, c'est toi que je veux voir. Et voilà. C'est l'histoire. Et une phrase en a entraîné une autre, et aujourd'hui, c'est mon père adoptif. C'est ton père adoptif. On va voir qu'il va être très important à de nombreuses reprises dans la suite de ton aventure. Oui. Ta peine se termine, donc t'as que 22 ans. Hein. On a l'impression déjà que tu as vécu 22, 23. On voit que tu as déjà 35, tu n'en as que 22. Tu sors de là, tu as 22 ans, tu as envie de faire quelque chose. Infirmier, et là, tu te retrouves en Belgique. Ouais, parce qu'en Belgique, t'as pas besoin du baccalauréat pour faire des études d'infirmier. Là, tu vois, et puis c'est pas très loin. Là, pour le coup, ouais, t'as pas besoin de très loin. Là, si je peux le dire, tu retournes comme une spirale. Hein. Infirmier, tu fais ça quelques semaines, quelques mois. Moi, j'étais pas équipé financièrement, pour commencer. Ouais. Mentalement, psychologiquement. Donc, t'essayes, tu vois. Et la voie qu'on te donne quand tu nais, on te dit, va à l'école, faut que tu aies un diplôme pour pouvoir réussir à être quelqu'un. C'est ça la voie qu'on me dit, right? Donc tu te dis, il faut que je me forme et je vais devenir infirmier. Et là, j'essaye pendant... Combien de temps? Pendant 1 an à Mons, en Belgique. Ça marche pas. Ensuite, je vais à Bruxelles. J'essaye à nouveau, ça marche pas. Et là, je rencontre un peu des gens sympas. T'as des gens de belle famille. T'as des gens un peu moins, des Lascar de Molenbeek. Et nous, on va aller en boîte. Et putain, on se fait rejeter. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot de ma vie. Et là, c'est encore une autre... tiens, en fait, on me dit, j'ai jamais rencontré le racisme au niveau professionnel. Mais là, oui. Tout le monde rentre, sauf toi. T'es pas habitué. Laisse-moi rentrer, tu vas voir, je vais bien m'habituer. Et le mec, il dit non, vous pouvez pas rentrer, machin, ça marche pas. Vous allez déranger la clientèle qui est à l'intérieur. C'est une clientèle de bonne famille. Ça m'a révolté. Et donc là, tu trouves une combine. J'appelle une société de limousine, je leur demande de me donner une limousine, ils m'amènent la limousine devant chez moi, je rentre dans la limousine, je vais dans une autre boîte UP, je leur dis que je suis un roi du Qatar, et ils me laissent rentrer, ils me donnent le champagne gratuit. Tu te fais rattraper par la patrouille à un moment ou à un autre, tu pars en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi l'Australie? Pourquoi la Nouvelle-Zélande, Noah? Il y a beaucoup de gens qui partent loin en espérant que leurs démons resteront derrière eux, mais non. C'est toi aussi ce que tu imaginais? C'était ça, ouais. Mais peu importe où tu vas là, dans tu peux la pas vie, aller plus loin, quoi. Ils seront dans ta tête. Et je pouvais pas aller plus loin que l'Australie. Puis l'Australie, ça fait rêver. Tu fais à peu près la même chose là-bas. Ouais, je fais à peu près la même chose là-bas. Tu répliques. Oui, je me fais arrêter. Je me barre. Tu te barres de quoi? Je me casse du pays sans payer ma facture. Mais tu te fais arrêter. Donc arrêter, tu passes là par la case prison, on te dit juste expulsion, même pas expulsion. Non, on te dit oui, vous revenez dans 3 mois, vous passez au tribunal et puis on verra ce qu'on fait, une amende, paye ta facture. Ton passeport. Tu peux te barrer. Ils gardent pas ton passeport. Si, ils gardent mon passeport. Et moi je me barre quand même. Comment tu fais pour te barrer? Je vais à Darwin, dans le nord du pays. Ouais. Et là, tu avais une course qui s'appelle Sail to Indonesia. Moi j'aime bien Magellan. Et je vois ces types, ces skippers. Et donc je leur raconte un peu, ils rigolent, un peu comme vous aujourd'hui. Hein. Ils en rigolent, ils disent mais c'est drôle. Mais je suis dans la merde et je leur dis écoutez, je vous fais la bouffe tous les jours, je veux juste quitter le pays. Et t'as un crew qui accepte de me prendre. Un qui accepte de te prendre. Tu vas te retrouver à nouveau en France avec l'aumônier, prêtre. Qu'est-ce qui a changé 2 ans après? Il est impossible de ne pas être transformé fondamentalement après d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il n'y a pas mieux dans la vie que de se redécouvrir encore et encore chaque jour au travers des épreuves que tu te mets devant toi et que la vie met devant toi aussi. Il est impossible de ne pas être transformé après avoir traversé ce que j'ai traversé. Ça te métamorphose. Non, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. C'est 2 directions, Alexandre. T'as 25 ans là, hein? C'est pas, t'en as pas 45. Hein? J'ai 25-26 là, ouais. T'es tout jeune. Hein? T'es un tipping point. Hein? Et là, qu'est-ce qui... La bascule? C'est le père Delberge. C'est Michel Delberge. Alors, j'arrive... Écoutez, c'est simple. Hein. Ma valeur sociale, elle est à 0. Tu googles mon nom, c'est une honte internationale pour moi. Même si ça fait rire. Ma valeur sociale est à 0. Ma valeur financière, elle est à moins je ne sais trop combien. Je suis interdit bancaire. J'ai pas de logement. J'ai pas de vêtements. J'ai même pas la carte vitale. T'as plus de parents? J'ai plus de parents. Plus de famille? Plus de famille, je suis plus qu'au fond du trou. Je suis dans le néant.
Je suis dans un trou noir. D'accord ? Et j'ai le père Michel qui me dit, t'en connais beaucoup, toi, qui arrivera à revenir du fin fond du monde et à se tenir ici debout devant moi et à me dire j'ai encore envie d'y aller. Je lui dis non. Alors il me dit écoute, tu vas aller t'inscrire dans une association pour recevoir ton courrier. Donc je vais à l'association Abège, rue Solferino de Lille. Là je suis avec des immigrants, des réfugiés, ça pue. On est tous entre puants et on est bien. Parce que tu as un bon safety net en France, tu sais, qu'on appelle la domiciliation administrative. Je me fais domicilier là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais chez un paquet. Il me dit, je vais te donner un appartement d'église catholique, qui est l'appartement que moi je devrais avoir, mais j'en ai pas besoin parce qu'il a la propriété de ses parents. Et je vais demander à l'évêché qu'on puisse te loger gratuit. Tu fais une connerie, je te sors. Prêtre ou pas prêtre, j'en ai rien à foutre, je te sors. Jésus donnerait les 2 joues, moi j'en donne qu'une. Tu vois ce genre de jésuite ? Génial. Et donc il me donne un appartement d'église, Quasimodo. Je suis logé, j'ai une domiciliation administrative dans une association, j'ai pas de vêtements, j'ai pas d'ordinateur. Il me dit le next step, tu vas te faire un CV. Mon CV, il aura que 2 lignes. Mais il me dit tout ce que tu vas mettre, ça va être vrai et la pure vérité, et tu bluffes pas comme les gens font dans leur CV, parce que toi, plus qu'un autre, tu te dois d'être intègre. The hard way. Donc t'as rien sur ton CV. 2 lignes. Ouais. Gendarmerie nationale, vendeur ADSL et le BAFA. La moitié du BAFA. La moitié du BAFA. Tu vois, Alex et il me dit maintenant tu dois trouver du travail. Et là on voit le Noah qui va faire justement ces dernières années où un non ne sera jamais un non longtemps, un non viendra la plupart du temps un oui. Tu vas trouver, tu as un CV où il n'y a rien dedans et tu termines quand même à trouver un job chez qui ? Putain, Nespresso, vieux. Putain, c'est pas mal ça. Comment tu le trouves ? T'as rien, t'as un CV, t'as pas... Non, c'est pas un CV, t'as 2 lignes. Comment tu fais Nespresso, que évidemment toutes les auditrices et auditeurs connaissent ? Comment t'arrives là ? C'est pas ton réseau qui était existant ? C'est super intéressant. Je pense que à chaque fois, ce que je faisais, c'est la recherche proactive. Quand tu envoies ton CV, t'appelles derrière pour confirmer que la personne a bien reçu ton CV. Ça montre ton intérêt et tu popes un peu dans l'esprit du recruteur qui envoie des centaines. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'étais parfaitement conscient, et ça, c'est ma grand-mère, c'est ce qu'elle m'avait dit quand j'étais petit. Parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, mais tiens, cette personne, elle veut pas, cette personne, elle veut pas, cette personne, elle veut pas. Et elle me disait, essaye encore. Les gens sont tellement négatifs qu'ils te diront 10 fois non avant de te dire oui. Donc, tant que tu essayes, tu auras ton oui. Et donc, je postule. Et je postule chez Nespresso et j'aimais bien le titre du job, j'aimais bien le modèle, j'aimais bien l'enseigne. Je trouvais ça sympa. Café, quand même tu buvais du café ou même pas, ouais. C'était chocolat chaud Selecta. J'appelle la meuf. Donc c'était un prestataire de service à Nespresso. J'appelle. Et la personne, oui, j'ai bien reçu votre CV, mais on a conclu que tu corresponds pas aux requirements et aux attentes. Bonne journée, elle raccroche. Je la rappelle le lendemain. Ouais, bonjour, c'est à niveau Karim, je me demande, madame, peut-être que vous avez viré des candidats, peut-être qu'il y en a un qui vous plaît pas, alors je me dis peut-être que vous voulez bien me recevoir. Ah non, le pipeline se passe bien, on a décidé de pas aller avec votre candidature. Je la rappelle le surlendemain, comme si c'était la première fois. Ouais, bonjour madame, c'est Karim. Je me dis peut-être que... Tu changeais d'accent à chaque fois ou pas? Non, toujours le même, tu la caches. Je te jure, franchement, t'as plus rien à perdre. T'as tout à gagner. Et je lui dis, écoutez, franchement, si vous me donnez 15 minutes d'interview, ce serait sympa. Et là, elle pète un plomb. Je vous ai déjà dit que c'était non. Il est hors de question. Et elle me raccroche au nez. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire que les autres ne font pas? Je vais dans la boutique Nespresso du Vieux-Lille et je me rends compte quand même qu'on te vend pour quasi 100 € le kilogramme de café. Et là, je me dis, mais putain, pour ça, il pourrait quand même ouvrir la porte. Je me suis fait cette remarque. Tu vois, Alexandre? Je me suis fait aussi la remarque, mais je me dis, mais putain, pour ça, il pourrait me mettre dans un petit salon et me donner un café gratuit. Je te paye 100 € le kilo de café. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sors,
je prends un crayon et j'écris une lettre manuscrite en disant tiens, j'ai visité un de vos magasins, voilà ce que je pense. À la même personne ou quelqu'un d'autre? Attends, à la même personne. Tu te souviens comment elle s'appelle, cette femme? Non, je me souviens pas. Ok, vas-y. Je fais ça, Alexandre, j'écris, j'achète une boîte de chocolat, je vais voir un type de l'association diocésaine pour qu'il me prête un costard. D'accord, une chemise Jules qui était 4 fois trop grande, and so on. Je prends le TGV que je fraude parce que j'ai pas de thune, dis rien à Michel. Et je vais à leur siège. J'arrive à la réception, je demande à voir la madame en question. Ils me disent, vous avez rendez-vous? Je baratine que oui. Ah bah ouais, soyez une tête brise, comme si je venais de voir, que je disais que j'avais rendez-vous, que c'est pas vrai. Le mec, il me fout une tarte. Oui. Tu imagines un mec, c'est quoi? Oui. Et là, je vois l'ascenseur, 6, 5, 4, 3, je fais putain, ma vie va se finir. Ah, et là, elle arrive, la meuf, et avec elle... Et donc, je dis bonjour, c'est Karim, je vous ai eu au téléphone ces derniers jours, j'étais dans votre magasin et je voulais vous faire un petit peu un retour de ce que j'ai vu. Et donc, j'ai ramené du chocolat. C'était du chocolat que j'étais acheté chez Carrefour de merde. Et la lettre manuscrite, mais c'est genre, mais tu sais, tout compte, tu vois. Et moi, j'ai pris juste un papier, une feuille normale d'écolier et avec une enveloppe type l'enveloppe des impôts. Et elle arrive avec le type et je lui dis ça. Elle est au point d'éclater de rage. Et le mec à côté rigole. C'était le DG. Il avait pris le bon ascenseur. Ouais, c'est ça. Le mec pète de rire. Mais il dit, vous êtes incroyable, vous. Et là, elle se contient. La meuf, elle s'est contenue, Alexandre. Elle m'a regardé, elle fait, écoutez, bien sûr que oui, si vous êtes venu jusqu'ici, je vais vous recevoir. L'interview room, c'est une direction. Le mec, je pense qu'il n'avait pas trop gros chance à faire à ce moment-là. Il s'est dit, écoute, pour l'entertainment, je vais y aller. Tu rentres chez Nespresso, mais là, tu restes pas si longtemps que ça. Je vais te dire un truc. Le schéma qu'on te donne, hein, tu grandis, tu vas à l'école, tu vas à l'université, puis si tu as été sage et que tu as bien fait ton truc, tu prends une petite année off pour voyager le monde, puis après tu vas travailler. D'accord? Tu travailles toute l'année, on te donne 4 semaines de vacances, jusqu'à l'âge de 70 ans, d'accord? Quand tu es bon à plus rien, puis après on te dit vas-y, tu peux aller en vacances, tu as travaillé toute ta vie et on te donne une cacahuète. A hell to the no. Moi, j'ai fait le choix délibéré de ma carrière de me dire, je vais travailler 6 mois, 1 an. Assez peu quand même. Attends, c'était le premier job. Ma carrière d'un job. Ta carrière au départ, tu dis, bon, allez, 18 mois et 18 mois de vacances. Non, et je dis, tiens, j'économise, parce que je vivais dans un appartement d'église, ouais. Je pouvais économiser. Et je me dis, je vais voyager, Alexandre. Et c'est ce que je faisais. Donc, je finis ma carrière et je vais en voyage. Tu te retrouves en Égypte pendant un chaos absolu, qui était le printemps arabe qui commence en 2011, au centre du chaos. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt que ce chaos, il t'attire, ou je ne sais pas si tu l'aimes, en tout cas, vous associez assez bien. Tu travaillais une ONG bénévolement à ce moment là-bas? Tu rencontres des gens? Raconte-nous un peu. J'ai rencontré une nana dont je suis tombé amoureux, qui était à l'époque le lieutenant-colonel Jane Blair, donc première femme Marines des États-Unis à emmener des troupes en Irak. Tu l'as trouvée? Je la rencontre dans une fête banale. D'accord. Si tu veux, ce qui est intéressant avec l'île, c'est que tu as l'Eurostar, tu vois, qui te permet d'aller à Londres en 1 heure de temps. Et il y avait une fête là-bas où je voulais vraiment aller, ça s'appelait Secret Brunch. Je trouvais ça sympa. Et forcément, avec mes deniers, ma thune, je paye mon billet, j'y vais. Et relation à distance, c'est pas forcément facile. Donc au bout de 2 semaines, on tient contact et tout. Ça se passe super bien. C'était en octobre. Moi, pendant ce temps-là, j'écris mon premier livre, qui s'appelle Millionaire's. C'était un peu pour asseoir les choses. Et en décembre, elle revient me voir à Paris, où on passe un week-end incroyable. Elle vient à Lille, je l'amène dans mon appartement d'église. Je l'amène avec moi à l'association Abège, où je vais chercher mon courrier. Elle rencontre Michel. Forcément, elle a mon identité. Donc, elle se rend compte du parcours de vie. Et c'est intéressant, parce que les diplomates comme ça de haut niveau, ils ont une connaissance de la manière dont les médias travaillent, que l'image qu'on essaye de projeter des gens, qui n'est pas forcément celle qu'ils sont, ou de ce qu'ils veulent aspirer à devenir. Et elle me dit, moi, ce que je vois devant moi, c'est pas ce que je lis. Il y a déjà un décalage. Et elle me dit, moi, je trouve que t'es un mec bien, moi, je t'aime bien. Donc, vous restez ensemble? Rester ensemble, je déménage au Caire. Là où elle est basée? À l'ambassade. D'accord. Donc, t'habites avec elle à l'ambassade des États-Unis? C'est ça. Au Caire. Combien de temps? Sympa. Ça va, là. Mais tu te rends compte, c'est génial. C'est incroyable. Alors, attends. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Puis l'Égypte, c'est un pays d'une beauté incroyable.
Ouais, Une très beau. histoire, d'une beauté, des gens exceptionnels. Donc, Un bon peuple. Je découvre Luxor, je découvre les pyramides Ah de oui. Gizeh. Je vivais dans le quartier sur l'île de Zamalek. là, tu travaillais pas. Moi, je travaille pas. T'es le petit ami De la grande de Corée. Jane. Voilà, c'est ça. Et donc là, comment tu te projettes à ce moment-là? Tu te projettes pas, tu dis je vis chaque mois qui passe, je suis heureux, je suis bien. Ouais, en fait, je vais te dire, t'es en mode survivor. Je dois survivre. Dans le sens où tu sais que ton temps est limité, que tu peux te retrouver en prison à n'importe quel moment en fonction de la justice, la décision de la justice belge sur tes factures impayées en boîte de nuit et en hôtel et tes conneries. Quand est-ce qu'elle a été donnée, la décision d'ailleurs? La décision elle a été rendue en mai 2012 à 4 ans de prison ferme, dont on fait appel. Le magistrat décide de ne pas m'incarcérer parce qu'il voit bien que j'essaye de me ranger, mais en même temps, il devait faire une décision qui, je pense qu'il y a l'opinion un peu publique qui était shaped. Et lui, il s'est dit, si tout le monde demain se dit, je suis roi d'un pays et que je vais en boîte de nuit et que je paye pas mes factures d'hôtel, on va être emmerdé un peu. Ça marche pas. Ah oui. On peut pas faire ça. Et donc voilà. Et il me dit, néanmoins, je vous laisse en liberté si vous voulez faire appel. C'est un peu le geste qu'il m'a fait. Et donc on fait appel. Et la décision n'est rendue que 4 ans plus tard, en 2016. Donc j'ai vécu avec une épée Damoclès sur ma tête pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'ils disent en 2016? 2016, vous êtes... Vous remboursez? Ils ont dit... non, ils m'ont dit, vous avez littéralement changé de vie. Ils nous ont dit, on aimerait vraiment avoir beaucoup de gens qui arrivent comme vous. Ils ont dit, parce qu'entre-temps, beaucoup retombent en prison. Donc tu as des peines cumulées. Ils me disent, vous avez cherché du travail plus de 50 fois, on vous a envoyé chier 50 fois, on vous a viré parfois au bout de 2-3 jours parce que quelqu'un t'a googlé une vingtaine de fois, ce qui est discriminant et horrible. Et encore, vous êtes resté dans le droit chemin. Et donc, du coup, ils m'ont condamné à 180 heures de travaux d'intérêt généraux dans une école pour enfants. Ce que tu disais tout à l'heure, ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais. Hein? Ils auraient dû commencer par là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Les TIG, les travaux d'intérêt généraux. C'est ça. Et ils m'ont condamné à ça et à amener des enfants à l'école. C'est pour dire à quel point je suis dangereux. Ouais. Donc, on est ces années-là. Tu quittes, tu vas aux États-Unis. On déménage ensuite aux States. Aux États-Unis. Donc là, ton anglais, grâce à Jane et grâce à ce séjour-là, va s'améliorer. Ça va pas se terminer de la meilleure des manières. Il y a une rupture avec Jane. Et là, je te retrouve à nouveau en France. On va te poser une pause amicale. Le principe est simple. Quelqu'un te pose une question, on l'écoute. Bonjour Monoa, ça me fait super plaisir que tu sois l'invité de Pause avec Alexandre. J'ai une question pour toi. Comment expliques-tu que ton passé et ton histoire aient fait de toi quelqu'un de si généreux et je dirais même un activiste du partage? Parce que c'est pas nécessairement le cas pour 100% des gens qui ont connu la galère et qui réussissent à s'en sortir ensuite. J'aimerais bien avoir ton interprétation et tes hypothèses. Je t'embrasse très fort. Amuse-toi bien aujourd'hui. Merci Myriam. Question de Myriam, qui est un des piliers de la fondation EPIC que je dirige et qui est avec moi depuis des années, qui est ma sœur d'une autre maman, une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds que la noirceur du monde ne doit en aucun cas polariser ton cœur. T'as mis du temps à le comprendre, ça? Pardon? T'as mis du temps à le comprendre? Ça a toujours été, je pense, dans le fond de ma nature. Ouais. Et que c'est pas parce que le monde est méchant que tu dois le devenir. Faut pas. Soyez plus fort que ça. On te retrouve en Europe, tu retrouves une mission civique de 3 mois, d'abord pour Ethical Coffee Company. Oui. Voilà. Tu continues dans le café, puisque tu es devenu un grand... star du café. La star du café après Nespresso. Après un CDD à Nespresso, on te retrouve en mission civique. Mais en tout cas, ce que t'expliquera le juge plus tard, c'est que tu te démènes et tu fais tout ce qui est nécessaire pour suivre une direction que le père t'avait indiquée. Là, tu te retrouves à nouveau, là, d'autres difficultés, cette fois-ci plutôt dans l'entreprise, puisque des collègues qui ont des diplômes plus importants que toi, c'est facile parce que tu n'as pas de diplôme. Mais là, justement, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément tous ces diplômes, qu'est-ce que tu leur expliques aujourd'hui? Que c'est une confiance absolue en toi? Quand tu es conditionné comme ça, quand tu es enfant, te disant que l'opinion des autres, c'est pas tes affaires. Mais putain, elle m'a libéré de la plus grande prison de l'existence humaine, qui est de se dire, purée, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Elle m'a fondamentalement rendu libre. Ou sinon, tout ce qui s'est passé avec la presse et compagnie, les boîtes qui me rejetaient, compagnie, mais purée, j'aurais été sous terre.
Donc là, tu rentres, tu suis ta décision d'ailleurs. Alors, je sais pas si c'est un peu de storytelling après, mais tu recommences à travailler et là, tu recommences à traverser le monde. Tu voyages encore un petit peu avec l'argent que tu avais pu gagner à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je vois ça parfois comme toujours ce sentiment de partir avant qu'on te vire. J'ai l'impression un peu. On revient sur ce système d'abandon, quoi. Et on va le voir dans tout ce qui va se passer dans les prochaines années, jusqu'à aujourd'hui. Tu ne restes jamais. Je vous le dis pour la personne qui voudrait s'associer ou embaucher Noah demain, Noah ne restera jamais plus de 2 ans, maximum 3 ans avec vous. Ça s'appelle early stage time. Tu as des talents qui, quand ils arrivent à certaines étapes d'une entreprise, sont très bons dans l'amorçage. Quand il n'y a rien, quand il y a tout à faire, et qui après sont très bons de A à D, et puis de D à G. Non, mais c'est un point important. Tu sais où tu es le meilleur. Et c'est là où tu apportes le plus. Mais là, c'est sur la capacité. Là, tu dis, c'est du hard skill dont tu me parles là. Mais tu crois pas qu'il y a un autre truc? Est-ce qu'il y a un truc où ça te fatigue à un moment, tu as envie d'autre chose, tu as toujours une nouveauté? Non, c'est pas ça. Non, tu penses vraiment que tu es bon à ça? C'est pas ça, Alex. Franchement, moi, le corporatisme, l'hyper-process, quand on est à scale à plus de 100 personnes, parce que j'ai la chance de faire partie de boîtes qu'on démarre de rien, et on atteint des 500 employés, c'est très lent, t'as plus d'agilité. Arrête. C'est moins ton truc. Arrête, quoi. C'est moins ton truc. Mais tu parlais du chaos en Égypte. Moi, c'est là, parce que franchement, quand t'es chez Nespresso, t'es dans une grande machine. J'ai bossé un peu chez McCormick, c'est pareil, t'es dans une grande machine, tu vois, j'ai fait les épices dans les rayons. T'es une grande machine, il y a un process, il y a un email, il faut l'approval, et machin. Quand je me suis retrouvé au Caire, et que j'ai bossé un peu pour une ONG, je me suis senti paradoxalement très confortable dans le chaos. Et si t'es confortable dans le chaos, j'ai compris que là, ma carrière professionnelle, je devrais l'orienter vers des early stages. Quand il n'y a rien. Ouais, quand c'est le plus chaotique de cette entreprise, ces jeunes entreprises. You have to put it together. Tout ensemble. Tu rentres dans le monde de la technologie. Tu te retrouves chez Lime. Lime, c'est des trottinettes électriques. Pourquoi tu as voulu faire Lime? Raconte-nous. Alors, il y a une connexion culturelle qui s'est faite pour moi au Caire. C'est la manière dont les Américains travaillent, interagissent et bossent. J'ai compris ça. Et donc tu t'es dit, je veux bosser avec les Américains. Je me suis dit, franchement, parce que t'as pas le formalisme, pompon, balai dans le cul, c'est to the point. Et ça me matchait bien. Voy après? Mais, alors intéressant, parce que tu me disais comment j'ai postulé chez Lime. Oui. J'ai pas envoyé mon CV, je les ai contactés, parce que j'ai vu qu'ils recrutaient un type pour l'Europe. On a besoin, lawmaker, ancien député, machin, pour aller convaincre la ville de Paris de nous laisser déployer les trottinettes. Évidemment, tu t'es dit, évidemment, c'était pour toi, ça. C'est pour moi. Mais attends, et je vois en dessous ce qui était hyper contradictoire dans le modèle. On a besoin d'aller très très vite, parce qu'on est à la course de l'évaluation, et on est à la course du lever de next round, et on doit aller très 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 vite. Et c'est par contradiction, affaires publiques et aller vite. Il n'y a pas plus contradictoire, Alexandre. Hein? Compliqué. Franchement, ça marche pas. Et je leur réponds par email et je leur dis, écoutez, vous cherchez des avocats, des machins qui vont mettre 5 ans pour s'accorder sur une phrase, et en même temps, vous voulez aller vite. Ça va pas le faire. J'aurais dit, vous avez besoin d'un vendeur. Et j'aurais dit, moi, j'ai une idée, et je pense pouvoir convaincre la mairie de Paris de nous laisser déployer les trottinettes sans avoir la police au cul. Et voilà comment je le ferai. J'envoie le mail, je reçois une réponse 2 ans plus tard, Camp Conté, le cofondateur, avec Brad et Gauthier, et qui me disent « On a reçu des centaines de CV, t'es le seul qu'on croit. » Donc ils t'embauchent. Ils m'embauchent. Les Américains, background check et compagnie, tu connais comment que ça marche. Il n'y a pas la même chose en France. Qu'est-ce qu'ils font? Internet, bien entendu. J'avais mon nouveau prénom à l'époque, mais j'avais toujours mon ancien nom. Donc forcément, Google faisait la corrélation. Et ils me disent, il y a ça, tu nous en parles? Je leur explique. Ils me disent, ça fait 7-8 ans. Oui, t'as travaillé, t'as bien fait le truc. Ils prennent les références. Magnifique. Bon, on va peut-être se faire un peu taper sur les dents, on va se faire questionner, mais on y va. Voilà. C'est grand, hein. C'est courageux comme décision. C'est hyper courageux. C'est courageux. Parce que leur VC et compagnie, ça aurait pu pas le faire. Pour le coup, ça change ta trajectoire de vie. Hein. Mais carrément. Et moi, je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, et c'est encore de par ma propre expérience,
Moi, quand quelqu'un me donne ma chance, je dis merci. Et je ne dois pas décevoir. Donc tu travailles beaucoup, tu travailles bien, tu réussis très bien. Il n'empêche, tu ne t'attaches pas, puisque là aussi tu quittes. Là, on est en 2019, tu deviens vice-président. The Void Technology, c'est en Suède, c'est dirigé par Fredrik Helm. Frédéric, que j'avais interviewé longuement dans mon livre Ose sur l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a créé une entreprise avec 2 autres cofondateurs assez génial, qui est toujours dans ce monde comme Dot, comme Bird, comme Lime, qui sont développés. D'ailleurs, je te remercie parce que grâce à toi, il est devenu pledger de Epic, puisqu'il fait partie de ces nombreux entrepreneurs qui associent leur succès au bien social et donc qui ont donné un pourcentage de leurs actions à Epic, en tout cas aux organisations que nous soutenons chez Epic à travers le monde. J'ai envie de te proposer une deuxième pause amicale. On écoute. Hey Noah, this is Frederick. I have one question for you. So, given your background, what is the thing you believe is true in life that most other people don't? Looking forward. Question de Frédéric. Pour les non-anglophones, je vais traduire facilement et rapidement. En vue de ton parcours, en effet, on l'a compris qu'il était unique. Quelle est la chose dans la vie que tu penses être vraie et à laquelle beaucoup d'autres gens ne croiraient pas ou ne croient pas? Je pense que tu n'as pas besoin de te prendre au sérieux pour être sérieux. Tu penses que quand tu dis les gens ne voient pas ça quand ils te voient rigoler, sourire, ils disent juste... c'est un clown. C'est un clown. Et c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire. C'est une chance pour toi, parce qu'ils ne te voient pas arriver en fait. C'est ça. On est en 2019, là, la fibre entrepreneuriale te titille, tu bossais pour d'autres, là, tu vas cofonder une nouvelle start-up qui s'appelle Charge, avec Andrew Fox et Dan Wadman, Wad1. 2021, nouvelle aventure, Basla. Ouais, Basla, c'est une marque suédoise où on faisait des scooters électriques en Suède. Marche très bien. On se dit, tiens, on développerait un engin hybride comme ça, tu sais, qui est entre le vélo et la mobilette. Et on est arrivé avec le Vaslabac, qui est super sympa. Et on a développé un modèle qui est la souscription. En fait, tu payes ton engin 79 € par mois et on te fait le service. Voilà. Marche super bien. Et encore une fois, tu vois, on retombe dans le même truc que pour moi, Lime, Void et Charge. J'arrive quand on est de 0 à 5 employés, 10 employés, et je scale à 100, et après j'ai fait mon taf, tu vois. En partant d'où tu es parti, tu as créé des entreprises, tu parles 5 langues, tu as beaucoup voyagé. Ça t'arrive aussi, toi, d'aller justement raconter ton histoire aujourd'hui à des plus jeunes? Je pense que les gens prennent le temps de faire ce qu'ils ont envie, tu vois. Est-ce que tu as envie de le faire? Oui, et en fait, il a été très difficile pour moi de concilier les 2 parts de ma vie. Tu comprends? Et ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai l'assise de pouvoir aller voir des gamins et leur dire, hey, assumer. Voilà, regardez ce qui s'est passé dans ma vie. Je me suis retrouvé dans un trou noir. Je me suis fait virer 50 fois. On m'a refusé de louer d'appartement plus d'une 20aine de fois. On m'a viré au bout de 2 jours de mon bureau sans que personne ne dise rien, plus de 20 fois. J'ai été dans des associations pour réfugiés. J'ai une tête d'arabe. J'ai pas de diplôme. Et malgré tout, j'ai aujourd'hui créé des boîtes. J'ai l'indépendance financière. Aujourd'hui, Socialement, tu as atteint cette réussite. Bah oui, tu vois. Et ça, je peux leur dire, regardez, vous avez tout pour réussir. Battez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Battez-vous. J'ai un problème avec la victimisation, Alexandre. C'est profondément ancré en moi. Je te propose une dernière pause amicale. On va l'écouter. Alors aujourd'hui, c'est moi qui crée la surprise. Noah, bientôt tu auras 40 ans, voilà, donc bon anniversaire un peu à l'avance, mais seras-tu encore aussi électrique que la trottinette ou le vélo? Bonne journée à toi, bise. Le père d'Elberg qui te pose cette question a été ravi de te poser cette question-là. Tu le disais en introduction, ton papa adoptif. Je crois que c'est dans mon ADN. C'est un petit peu peut-être grâce à cette électricité que je ne suis pas tombé 0 de tension quand on m'a envoyé chier des milliers de fois. C'est quoi les 10 prochaines années? Est-ce que tu as un projet? Tu sais à peu près où tu as envie d'aller? J'ai compris que par ma position aujourd'hui, tu vois, je pouvais changer le destin de gens. Quand même, on impacte quand même quasi des centaines d'employés. Quand j'arrive à capitaliser une boîte qu'on a fondée ou qu'un autre gamin a fondée qui emploie des centaines de personnes, on change de trajectoire, tu vois. On réécrit un petit peu des schémas de société. Et je me disais récemment,
mais viens, on monte un fond. Tu vois, et qui dit que t'as pas besoin d'être d'une certaine couleur, d'une certaine religion, de t'appeler d'une certaine manière, de venir d'une certaine ville, d'avoir un certain passé ou non pour avoir une bonne idée. Et viens, on casse les clichés. Viens, on monte un fond qui va power that. La finance, c'est ça que tu dirais que tu penses que la finance est quand même carrément. Un outil essentiel pour... L'accès au VC. L'accès au financement. Alexandre, pour un mec qui s'appelle Mustapha en banlieue, ça marche pas. Très difficile. Arrête, ça marche pas, c'est pas facile. J'ai vu une étude qui disait que tu avais 1,5%. Rien. Non, c'est totalement injuste. C'était le cas. Donc, il y a des structures qui ont été créées. Sista, par exemple, pour l'accès pour les femmes. Oui. Il existe peu de choses pour d'autres diversités. On voit des associations qui sont créées. Tu connais évidemment les Déterminés, qui font un travail là-dessus, entrepreneurs dans la ville. Mais c'est vrai qu'il y a de l'accès au financement pour les jeunes des quartiers populaires, ou les moins jeunes d'ailleurs, des quartiers populaires, est extrêmement compliqué. On va leur ouvrir la porte, c'est important. Je vous propose maintenant une pause musicale. Noah, quelle est ta chanson culte ? Partenaire particulier. J'adore celle-là, je te jure, j'ai toujours dans la tête. C'est vrai ? Bah, voilà. Je te jure, non mais je suis sérieux. On va en écouter un extrait. Noah, merci d'avoir accepté mon invitation. Thank you. Merci Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.